Salut à tous. Hello les ICO, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Que vous êtes prêts à faire du code. Ça va, Fouzi Moupoui? Un fidèle au rendez-vous, je vous reconnais maintenant. Donc aujourd'hui, tranquillou, ça va? Super. Ratana Web, encore une fidèle parmi toutes les fidèles. Impression de prêcher. Salut Skawaran, bienvenue à toi. Première fois dans le chat, eh bien écoute, tu es bienvenu. Vous êtes tous les bienvenus, que vous vous exprimiez sur le chat ou pas. Tout va bien pour vous, j'espère. Aujourd'hui, on va parler code. Comme je vous avais expliqué la dernière fois, on va essayer de faire du code pour le business. Donc aujourd'hui, essentiellement, ça va être des introductions et voir quelques notions avant de rentrer dans la programmation pure du code. Donc, si vous êtes prêts, eh bien, il est 14h02, donc nous allons commencer. On en a pour une heure, je pense, hein, tranquille, ensemble, à voir tout ça. Donc, vous allez voir, aujourd'hui, c'est des notions, mais des notions qui sont nécessaires pour bien appréhender la programmation et le développement web. Allez, on y va, c'est parti. Donc, surtout, vous n'hésitez pas à participer dans le chat. Si vous avez des questions, hein, je m'arrêterai pour y répondre et même après, effectivement, aussi, je répondrai aux questions, même si aujourd'hui, je vous dis, ça va être beaucoup de notions plus que de programmation pure. Donc, on va attaquer tout ça. Allez, c'est parti, on y va. Donc, on va commencer notre premier épisode sur une première introduction à la programmation. Donc, c'est quoi programmer? Eh bien, en fait, un programme informatique, c'est une suite d'instructions conduisant à un résultat. Donc, par exemple, je vous ai mis ici le montage d'un meuble, en l'occurrence un fauteuil. Eh bien, le montage, la fiche de montage, c'est un programme informatique. Ça pourrait être un programme informatique si vous étiez l'ordinateur. Donc en fait, on écrit un programme, une suite de choses à faire pour obtenir un résultat. Donc en fait, les lignes de code, c'est comme une recette. Chaque ligne de code va s'exécuter l'une après l'autre. Donc je vous ai pris un petit exemple rapide. C'est pas de la grande cuisine. Hein. Donc petit 1, l'opération 1 serait de préchauffer le four à 180 degrés. La deuxième, ça serait de mettre la tarte dans le four. La troisième instruction, ça serait d'attendre 30 minutes. Et la quatrième instruction serait de sortir la tarte du four. Le résultat serait une tarte cuite à la fin de notre opération. Alors on peut remarquer de suite qu'en fait, si on change l'ordre de la préparation, on change aussi le résultat. Je vous ai mis par exemple, si on fait ça dans le désordre, c'est-à-dire qu'on commence par mettre la tarte dans le four, on attend 30 minutes, puis on sort la tarte du four, et puis on préchauffe le four à 180 degrés. En fait, on va obtenir une tarte froide et pas cuite. Donc on aura les mêmes instructions, mais comme elles sont exécutées dans un ordre différent, eh bien, on n'aura pas du tout le même résultat, hein, puisque là, ça sera complètement raté notre préparation.
Donc ça va être pareil dans le code informatique. Lorsque vous allez faire un code, il faut bien penser que vous devez exécuter les opérations dans l'ordre qu'elles doivent s'exécuter. Sinon, le résultat ne sera pas le bon, ne sera pas celui obtenu, ce que vous désirez. Donc, en programmation, en fait, c'est comme pour le SEO, il y a des règles. Par exemple, dans le SEO, si vous faites 10 backlinks, ça ne va pas donner le même résultat que 500 backlinks. Et de plus, ce que vous faites avant aussi est important. Par exemple, si vous faites en contenu de la bouillie, que vous faites 10 backlinks, ça ne va pas donner le même résultat que si vous faites un contenu qualitatif et que vous faites 10 backlinks. Backlinks, cette instruction-là n'a pas changé. Par contre, celle d'avant, contenu, n'étant pas la même, le résultat ne sera pas le même. Dans la programmation, c'est exactement pareil. Les instructions précédentes vont avoir un impact sur le reste de votre code. Donc ça, c'était les notions sur la programmation. Autre chose qui est importante en notion à comprendre, c'est celle d'algorithme. Bienvenue à toi, Alphonse Webb, j'espère que tu vas bien. On vient tout juste de commencer, donc pas de souci. De toute façon, hein, ne vous inquiétez pas, si vous ratez le début ou si vous ratez une session, tous ces épisodes sur le code seront disponibles en replay sur YouTube. Donc, petite introduction aux algorithmes, hein, maintenant qu'on a vu précédemment ce que c'était que la programmation, on va également regarder ce que c'est que des algorithmes. Donc c'est quoi un algorithme? Donc je vous ai marqué quelques notions. Donc un algorithme, c'est la façon d'arriver à une solution face à un problème. Un algorithme n'est pas une suite de lignes de code, mais les opérations effectuées pour résoudre le problème. On n'en est pas encore, quand on crée un algorithme, on n'en est pas encore à l'écriture du code. C'est quelque chose qui précède. Enfin, un algorithme peut être ensuite donc écrit dans n'importe quel langage informatique. Une fois que vous avez votre algorithme, vous pouvez faire du C, vous pouvez faire du PHP, vous pouvez faire n'importe quel langage que vous souhaitez. Et enfin, il existe plusieurs algorithmes possibles pour obtenir le même résultat. Donc ça, c'est des notions de base des algorithmes. Donc le mieux, c'est qu'on prenne un petit exemple ensemble pour vous illustrer ce que c'est qu'un algorithme. Donc, on parle d'algorithme, c'est toujours, on parle d'un problème. Donc là, je vous ai pris un exemple, c'est mon ado a faim, il demande on mange quoi. Donc, il va falloir lui trouver une solution à ce pauvre ado. Je pense que si vous êtes parent, et que parent de l'ado, vous avez dû tous entendre cette phrase. Donc, moi, j'ai trouvé une solution pour mon ado. Ma solution, c'est de lui donner un hamburger. Donc, c'est une solution de facilité, mais bon, c'est une solution pour le nourrir, hein, parce qu'il a faim et puis qu'il ne laissera pas l'assiette pleine. Le hamburger, je suis sûr qu'il va le manger. Donc, voilà ma solution. Eh bien, en fait, l'algorithme, ce n'est ni le problème, mon ado a faim, ni la solution, le hamburger. L'algorithme, c'est ce qu'il y a entre les deux. C'est la façon d'obtenir. Donc je vous ai mis par exemple un algorithme qu'on pourrait faire pour résoudre ce problème. Ça serait de commander un burger chez Uber Bouffe. Je vais essayer de ne pas citer une marque pour ne pas faire de publicité. Donc je vais déformer un peu les noms. Donc mon algorithme serait dans cette situation de commander un burger chez Uber Bouffe. Donc l'algorithme, c'est la façon de résoudre le problème pour arriver à la solution. Problème, solution, entre les deux, l'algorithme, commander un hamburger. Autre exemple qu'on peut prendre d'algorithme, c'est par exemple l'algorithme de Google. Google, il a un problème, c'est qu'il a des milliards de pages web qu'il a indexées, et il veut arriver à une solution qui est de classer ces pages par pertinence par rapport à une requête.
Ah, ça, c'est l'algorithme de Google qui va résoudre ce problème-là et pour arriver à la solution. Donc, mystérieux, par contre, je ne vous donnerai pas l'algorithme de Google parce que je l'ignore. Comme la plupart des gens, on ne peut que procéder par intuition, mais on n'a pas l'algorithme exact. Donc, dans les précédentes notions que je vous ai données, je vous ai dit effectivement aussi que, pour une solution, un problème, une solution, il pouvait y avoir aussi plusieurs algorithmes possibles. Je reprends mon exemple de mon ado qui a faim et de la solution hamburger. Ben, en fait, je peux écrire déjà 3 algorithmes. Moi, j'en ai trouvé 3. Ça serait soit de commander chez Uber Bouffe, c'est première proposition qu'on a faite, mais une deuxième solution serait aussi d'aller le chercher en voiture chez McBouffe. Et une troisième possibilité, ça serait de faire un hamburger maison soi-même. Donc vous voyez, en partant d'un problème et en voulant arriver à une solution, il y a plusieurs façons d'y arriver. Donc vous verrez que quand vous écrirez des algorithmes, si vous demandez à 2 développeurs différents de trouver une solution à un problème, d'écrire un algorithme, les 2 algorithmes seront différents, sûrement. À part si c'est un problème assez simple et où on risque de trouver des similitudes, mais en partie, il faut toujours partir de ce principe-là qu'il y a plusieurs possibilités pour arriver à un même résultat. Par contre, s'il existe plusieurs algorithmes pour obtenir le même résultat, ils ont des coûts différents. Si je reprends mon exemple précédent, si on commande chez Uber Bouffe, le prix ne va pas être terrible, parce qu'on va payer effectivement les frais de livraison. Le temps d'attente, ça va être plutôt bien. Et puis surtout, ça va être très facile, puisqu'en fait, on ne va même pas avoir besoin de lever ses fesses du canapé pour pouvoir obtenir le résultat hamburger. La deuxième possibilité, le deuxième algorithme, ça serait d'aller en voiture le chercher chez McBouffe. Donc là, on va faire une petite économie sur les frais de livraison. On va avoir un temps d'attente à peu près similaire. Par contre, ça va être moins facile puisque, effectivement, on va devoir prendre la voiture et puis y aller. Enfin, la troisième possibilité, qui est de faire soi-même le hamburger, au niveau prix, on va être imbattable. On va être bien moins cher que les 2 autres solutions. Le temps d'attente, il va peut-être être un peu plus long puisqu'il va falloir qu'on fasse cuire et préparer notre hamburger. Et puis la facilité, là, ça va carrément être pas facile puisque on va devoir se mettre à cuisiner, et surtout si on n'est pas doué en cuisine. Alors, ça, c'est un exemple de la vie concrète. Mais en informatique, en fait, ce qui est important dans l'algorithme, si votre algorithme est bien fait, en fait, c'est le temps d'exécution. Et donc, d'un algorithme à l'autre, on peut avoir des temps d'exécution qui sont complètement différents. Donc, oui, vous pouvez faire un algorithme correct qui arrive à la solution, mais par contre, il peut donc nécessiter des ressources en temps et en serveurs qui sont plus importantes. Donc c'est ce qui va nous importer en informatique. Donc ensuite, lorsque on a obtenu notre algorithme, on va le transformer en langage informatique. Donc, par exemple, si on avait un algorithme donc, de faire des backlinks vers mon site, en fait, je vous ai marqué là 3 langages différents pour exprimer cet algorithme. Et donc là, pour l'algorithme, en fait, la syntaxe, elle n'a pas vraiment d'importance. Vous l'exprimez dans votre langage naturel. Par contre, lorsque vous allez passer de l'algorithme à la traduction dans le langage informatique, là, la syntaxe, elle sera importante et stricte. Vous n'aurez pas le droit donc de faire d'erreurs parce que sinon, votre programme ne fonctionnera pas. Donc autant l'algorithme, c'est quelque chose, c'est une notion où vous allez pouvoir exprimer la façon de faire,
dans votre langage, autant lorsque vous allez passer à l'écriture de votre code, là, vous allez devoir vraiment respecter les règles du langage. Donc, petite introduction également au PHP. Puisqu'en fait, on va utiliser, nous, le PHP pour développer sur le web. Hein, comme je vous l'avais expliqué, le PHP est un langage facile et accessible sur le web, hein, qu'on va retrouver dans de nombreux outils. C'est pas le plus performant, hein, loin de là, mais il est en tout cas facile et accessible. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire du PHP? On a besoin d'un serveur Apache, on a besoin de PHP également d'installer sur le serveur et de MySQL. Donc tout ça, on peut le trouver assez facilement dans des plans mutualisés ou si vous prenez votre propre serveur dédié. Mais même sur des plans mutualisés de faibles tarifs, on arrive à trouver assez facilement du PHP et du MySQL, petite base de données. Donc, pour pouvoir, lorsque vous allez écrire votre code, vous allez l'enregistrer dans un fichier. Ce fichier doit impérativement avoir une extension qui doit être .php. C'est ainsi qu'elle doit être placée sur votre FTP, sur votre serveur. Donc, vous ne devez pas l'appeler .html. Pourquoi? Parce que si votre fichier s'appelle pagerank.html, alors votre code PHP ne va pas être interprété comme du PHP, il va s'afficher à l'écran. Donc non seulement vous n'aurez pas le résultat valide à l'écran, mais en plus on verra tout votre code. Donc il faut l'appeler par exemple pagerank.php. Et là, le code que vous allez indiquer dans ce fichier sera interprété. Et il n'y a que le résultat que vous voudrez afficher qui s'affichera sur l'écran. Par contre, ça, c'est au niveau serveur. Bien entendu, on va pouvoir faire croire, et on peut faire croire qu'un fichier, qu'une URL avec se terminant par .html, ou même un dossier, sera du PHP. Ça, on pourra le faire assez facilement avec un htaccess et des lignes de réécriture. C'est ce que fait WordPress en fait. Hein. WordPress, si vous regardez sur le FTP, ce que les fichiers que vous uploadez, ils sont tous en .php. Pourtant, quand vous appelez votre URL de votre site, il ne se termine pas par .php, sauf si vous ne faites pas de réécriture. Dans ce cas-là, vous avez les variables, etc. Donc ça, on pourra sans problème faire croire ce qu'on veut au niveau de notre architecture. Donc ça, on le reverra plus tard, hein, comment modifier et faire un htaccess qui s'adapte à la structure du site que vous voulez faire. C'est plus de la structure que du coding en soi-même. Alors pour écrire donc, du PHP, on a besoin de balises. Donc en fait, pour écrire du PHP, on doit commencer par une balise d'entrée qui est inférieure .php, qui va indiquer dans le fichier qu'à partir de cette balise, le reste est du code et que votre serveur doit l'interpréter. Donc après cette balise d'entrée, inférieure .php, on placera notre code et on terminera par une balise de sortie qui est supérieur. Donc il faut aussi noter que chaque instruction est séparée par un point-virgule à la fin. Donc on aura en fait notre balise d'entrée, inférieure .php, notre instruction A, première instruction qu'on termine par point-virgule, notre deuxième instruction, l'instruction B, qu'on terminera également par point-virgule, et puis on mettra notre balise de sortie indiquant que notre code est terminé par supérieur. Donc c'est ainsi qu'on va pouvoir
indiquer dans notre fichier que on veut exécuter un code en PHP. Donc ça, on verra des exemples par la suite. Donc il y a une première fonction qu'on va voir ensemble dans PHP, c'est la fonction echo. En fait, la fonction echo, elle affiche le texte qui est compris entre guillemets. Donc si je reprends toujours mon code, donc je fais ma balise d'entrée, inférieur point d'interrogation PHP, et je fais un echo, le SEO est mort. Je ferme mes guillemets, je mets mon point virgule pour dire que ma ligne de commande est terminée, et je fais ma balise de sortie de code, point d'interrogation supérieur. Donc ça, en fait, ça va afficher dans votre navigateur le SEO est mort. Tout simplement. Alors, le gros avantage de PHP, c'est qu'en fait, on peut mixer PHP avec du HTML sur le même fichier. D'ailleurs, avec du HTML, on pourra rajouter du JavaScript, enfin tout ce qu'on veut. C'est pour ça, en fait, qu'il y a des balises de début et de fin, parce que tout le reste va s'afficher normalement dans votre navigateur, comme si c'était un fichier HTML statique, sauf ce qui est compris dans les balises, c'est-à-dire entre notre balise d'entrée et notre balise de sortie. Donc, je vous prends un petit exemple. On a notre balise, on est en HTML, on fait notre balise HTML, notre balise id, et on fait un title, et à l'intérieur du title, on va marquer, par exemple, du code PHP. Donc, on fait là un écho article SEO, et donc on ferme notre balise title et on ferme notre balise id, et etc., etc. On peut continuer le code comme on veut. Donc ça, ça va s'afficher à l'écran, en renvoyer au navigateur uniquement le HTML plus ce qu'on a voulu dans notre code. Donc là, comme on a fait un écho, ça va afficher ce qu'il y a entre guillemets, c'est-à-dire article SEO. Donc vous voyez, par exemple, si vous voulez faire une template, vous faites de votre template en PHP et puis vous mettez en passant par des variables, ce qu'on verra plus tard. On peut effectivement modifier notre titre, et donc ça permet de créer en une seule template une multitude de pages, simplement en changeant le titre, et on pourra faire pareil avec l'article, etc., qu'on aura récupéré dans une base de données. Donc ça évite à chaque fois de devoir refaire le code HTML pour chaque page. Alors, pour pouvoir développer un petit peu et puis coder, ce que je vous propose, c'est un site qui s'appelle phpsandbox.io. Ce site, en fait, il permet de coder en PHP sans même avoir de serveur à vous, sans rien uploader, sans rien faire, pour vous entraîner. C'est une sandbox. Donc en fait, vous vous rendez sur ce site, je vais vous le mettre dans le chat peut-être. Attendez, je vais copier tout simplement ici. Hop. Voilà, donc je vous invite à aller sur ce site. Donc vous verrez, il faut s'y inscrire, il faut créer un compte. Donc vous créez un compte. Moi j'ai déjà créé, il est ici, mais vous verrez, c'est assez simple. Il suffit de renseigner votre adresse email, un mot de passe, et puis ça y est, c'est parti. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous pourrez créer également un projet. Donc vous allez arriver sur une interface de ce type, qui est assez simple. Et vous pourrez créer plusieurs projets. Donc ici, j'ai créé un projet introduction à PHP.
Donc, lorsque vous allez créer un projet, vous allez avoir plusieurs options. Donc, ce que je vous invite, c'est parce que si je fais par exemple Create, voilà, si je fais créer un projet, j'ai plusieurs possibilités. Donc, nous, on ne va pas travailler avec des frameworks, qui sont Laravel, etc., mais on va directement travailler avec le PHP en version standard. Donc, vous choisirez la version standard qui est ici. Donc là, vous aurez le PHP brut. Donc vous cliquez sur PHP. Il vous crée un premier. Donc vous voyez, je crée un deuxième projet. Et ici, donc j'avais déjà créé un premier projet. On peut revenir dessus. Et donc voilà, on peut écrire, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, notre code directement. Lorsque vous avez fini d'écrire, il faut faire un petit actualiser pour que ça s'affiche, que le résultat s'affiche à l'écran. Donc vous voyez, c'est tout simple. Hein. Il suffit de taper son code. Hein. On peut continuer hein, ainsi comme ça. Echo, allez, hop, on va mettre. Allez, peu importe, bienvenue à tous. Donc c'est comme un éditeur de texte, hein, tout simplement. Et donc une fois que vous avez fait votre code, vous faites un petit actualiser et hop, voilà. On a notre code qui s'affiche. Ici, on n'a pas fait de retour à la ligne. Hein, donc quand on ne fait pas de retour à la ligne, tout s'affiche effectivement à la suite. Hein. Il faudrait faire un retour à la ligne ici en insertion. Donc à partir de là, vous avez donc la possibilité de coder. Tout ceci va rester dans votre projet. Hein, donc vous pouvez y revenir le lendemain ou après, et puis continuer. Vous pouvez même le partager après sur GitHub, par exemple, etc. Donc c'est un petit outil pas mal pour apprendre à coder, puis on pourra nous s'en servir pour faire des expérimentations lorsqu'on va arriver à la programmation. Donc j'avais écrit d'autres programmes. Voilà. Voilà par exemple un autre programme que j'avais que j'ai codé. On viendra bien après hein, sur tout ce que signifie donc ces commandes. Hein. Là c'est juste pour vous montrer l'outil. Hein. Mais en fait là c'est tout simplement un petit programme en PHP qui me permet de vérifier le code statut d'une URL, voir si elle est bien active. Donc, hop. Donc, vous voyez, en fait, il vous crée un sous-domaine. Toc. Ah, par contre, on voit rien à l'écran parce que j'ai dû mettre mon Chrome un petit peu haut. Modifier ça. Voilà. Toc. Voilà. Donc en fait, ce code, eh bien, il va tout simplement aller faire ce qu'on appelle un curl, mais on le verra, c'est pareil, hein, on le verra tout ça, ces instructions-là plus tard. Ça permet donc effectivement d'aller parser une URL, donc d'en récupérer les informations et aussi le contenu. Hein. Donc ça permet de faire du scrap. Et donc c'est quelques lignes de code, hein, on le reverra après, hein, donc ça je ne vous explique pas aujourd'hui, hein, mais tout simplement on indique effectivement notre adresse internet à laquelle on veut viser, et puis on exécute des commandes curl pour avoir un résultat. Et donc ça nous renvoie effectivement dans cet exemple-là que la réponse du code est 200, hein, donc le site est bien en ligne. Donc vous voyez, avec peu de lignes de code, on peut obtenir un tas de choses. Et donc après ça, on pourrait par exemple récupérer le contenu entier de la page
et puis donc après faire des modifications, le stocker, etc. Voilà, ça c'est l'autre exemple que je vous avais indiqué également, hein. Donc là, si j'exécutais donc effectivement ce code qui affiche simplement, qui remplace dans Echo, voilà. Donc en fait, on a là, et c'est tout à fait normal, on a une page vierge. Par contre, il faut aller dans le code source. Et là, on voit bien nos lignes de code telles qu'on les a fait. Et il a remplacé, donc effectivement, comme je vous avais indiqué, la fonction echo, elle permet d'afficher, mais tout ce code-là n'est pas visible. Seul était visible l'écho qu'on envoie, c'est-à-dire ici, article SEO. Et si on va dans le code source, on a bien article SEO qui est là. Donc ça, c'est une technique qui peut être utile pour créer des templates. Donc je vous invite un petit peu à vous inscrire sur ce site, et puis au fur et à mesure qu'on fera de la programmation, vous pourrez faire vous-même en pratique le code, vous entraîner, et puis c'est parce que c'est par la pratique en fait qu'on apprend à coder. Donc alors il y a plusieurs fonctions, hein, donc, comme je vous avais indiqué. On peut rajouter des packages. Ah oui, il y a une dernière chose que je ne vous ai pas indiqué, c'est ici. Alors il faut que je remonte. Mal réglé. Ma capture. Voilà. Tout en bas du site, vous verrez qu'il y a la possibilité de choisir son PHP. En fait, vous cliquez tout en bas à gauche, sur la petite flèche là, et vous pouvez choisir soit du PHP 8, soit du PHP 7. En l'occurrence, nous, on restera donc effectivement sur du PHP 7. Donc il vous dit à chaque fois que vous changez le PHP, hein, qu'il faut recharger. Bon, donc ça, on recharge, il n'y a pas de souci. Voilà. Ici, vous avez une petite console de log hein, pour vous indiquer ce qui se passe au niveau du serveur. Il vous donne également donc le sous-domaine qu'il vous a créé. Donc vous pourrez directement appeler avec votre navigateur. Voilà. Vous pouvez appeler avec le navigateur directement l'URL. Et hop, on a le code qui s'exécute et qui est donc visualisable directement dans un navigateur. Donc je vous invite hein, à tester cet outil, de vous y inscrire. Alors les différences des versions de PHP, en fait, Ratana Web, c'est des évolutions dans le langage. Alors entre PHP 7 et PHP 8, il y a quelques évolutions que j'ai pas encore, en fait, j'ai pas toutes mises en pratique. Par contre, il y en avait pas mal entre, par exemple, PHP 5 et PHP 7, où là, il y a par exemple des fonctions qui disparaissent au profit d'autres. Donc il y a des petits écarts. Mais le reste, la base du PHP, elle reste toujours la même. Par contre, il y a des fonctions qui sont dépréciées, donc qu'on ne peut plus utiliser lorsqu'on passe d'une version de PHP à une autre version de PHP. C'est pour ça que si vous avez d'ailleurs des vieux scripts, par exemple des vieux scripts d'annuaire, puis vous prenez un nouvel hébergement, vous installez tranquillement votre script de l'ancien annuaire, puis que vous le lancez, il n'y a rien qui marche. Tout est buggé, il vous marque rien ne fonctionne. C'est tout simplement parce que le vieil annuaire a été écrit dans du PHP qui est maintenant obsolète. Donc tout ça, on le verra par la suite. Nous, on va se baser sur du PHP 7, mais je pense que de toute façon, tout ce qu'on verra n'aura pas de différence avec PHP 8. Alors,
il y a un site, effectivement, qu'il va falloir que vous aurez dans vos favoris, c'est php.net. Donc php.net, c'est la documentation de PHP. Donc vous allez en fait arriver sur ce site, il vous fait documentation. Et dans la documentation, effectivement, vous avez ici toute la documentation de PHP. Quand vous ne vous rappelez pas d'une fonction, par exemple, si on veut, comme on a vu tout à l'heure, l'exemple sur curl, on tape curl dedans. Et on a absolument toutes les fonctions de curl qui sont ici. Comment initialiser un curl, comment effectivement l'exécuter, récupérer les données, fermer la requête curl, etc. Et il vous met également donc des petites annotations, là, par exemple prérequis, vous voyez. Donc pour faire les fonctions de curl dans PHP, vous devez installer le paquet libcurl, mais enfin, il est lui installé. Et vous voyez que PHP, donc il vous demande d'avoir au moins PHP 7 pour pouvoir effectivement utiliser curl. Donc c'est écrit donc en français, hein, vous avez plusieurs langages. Donc c'est une petite documentation que vous consulterez souvent, parce que vous verrez notamment au début, quand vous commencerez à coder, vous ne connaîtrez pas toutes les fonctions. Donc vous rechercherez ici la fonction exacte, comment elle se présente, ce qu'il faut mettre dedans. Donc si par exemple on va avoir une fonction, donc par exemple pour initialiser le curl, voilà, ils vous mettent ce que c'est. Ils vous mettent les versions de PHP qui sont existantes. Et puis, ils vous présentent la fonction, ce qu'il faut mettre dedans, etc. Après, vous avez le détail de la liste des paramètres. Donc, en fait, pour initialiser un curl, c'est très simple. Hein, vous faites un curl init et entre parenthèses, l'URL du site que vous voulez initialiser en curl pour pouvoir le parser. Ceci entre guillemets ou dans une variable. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, là aujourd'hui c'est vraiment une présentation, après on reviendra sur fonction après fonction. Voilà, aujourd'hui je voulais juste vous montrer les notions et puis vous présenter un petit peu les espaces de travail qu'on va mettre en place pour pouvoir avancer. Donc ils vous mettent également à chaque fois des exemples, donc vous pouvez regarder. Ils vous mettent également les fonctions qui sont connexes. Donc là, effectivement, comme on a initialisé un curl, il va falloir libérer les ressources au niveau de la mémoire en le fermant. Donc là, ils vous disent que curl close, on utilise curl close pour le fermer. Donc si on clique dessus, on arrive sur le curl close, et etc., etc. Ça vous permet de voyager dans les fonctions. Alors, je voulais regarder une fonction, je voulais vous montrer ce que c'était qu'une fonction. Je vais prendre quoi comme exemple sur les bases de données, peut-être. Je pourrais vous montrer quelque chose qui est déprécié pour répondre à ta question, Ratana Web. Je cherche une fonction qui serait dépréciée entre PHP 5 et PHP 7. Qu'est-ce qu'il y avait comme fonction? Il y avait la fonction dans les bases de données, je crois. Maintenant c'est MySQL I, mais je crois que c'était MySQL. Regardez. Je ne sais pas s'il les donne les premiers. Voilà. Par exemple, pour se connecter à une base de données, c'est la fonction, donc effectivement, MySQL Connect. Donc cette fonction, elle est dépréciée, elle n'est plus valide en PHP 5. Enfin, elle fonctionnait encore en PHP 5, mais elle était obsolète. Et à partir de PHP 7, elle est totalement supprimée. Donc en fait, si vous voulez vous connecter à une base de données en utilisant MySQL Connect
et que vous êtes sur PHP 7, ça ne fonctionnera pas. Il faut passer maintenant par ce qu'on appelle le MySQL I. Et tout ça, hein, c'est pareil, on le reverra. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est en MySQL I qu'on fait les connexions avec de l'objet. Hein. Non, pareil, hein, tout ça c'est indiqué. Voilà, donc bah oui, quand vous regarderez en fonction de la version que vous avez de PHP, il sera important de regarder si les fonctions ne sont pas obsolètes, notamment si vous avez une erreur qui apparaît à l'écran. Il faut savoir que, également, ça je ne vous en ai pas parlé, mais si vous faites une erreur dans votre code, lorsque vous allez exécuter le code PHP, vous aurez soit un écran blanc, soit si vous activez les erreurs avec un debug, dans ce cas-là, vous aurez en clair, s'affichera à l'écran la ligne et l'erreur que vous avez faite. Donc pour corriger. Donc, je vous inviterai donc effectivement à aller sur php sandbox.io, de créer un compte, vous pourrez créer un premier projet. Vous choisirez donc pour créer ce premier projet standard PHP. Vous choisirez PHP 7 ou PHP 8, peu importe, tout ce qu'on verra, je pense, sera compatible avec les deux versions. J'y veillerai quand même à ce que je vous dis soit valable en PHP 8, même si je pense qu'il n'y aura pas de différence au niveau de ce qu'on va faire. Et puis donc vous pourrez, lorsque vous aurez fait ça, de vous-même commencer à créer votre premier programme en reprenant les exemples que je vous ai donnés. Par exemple, vous pourrez vous amuser à faire ce petit programme qui affiche simplement le SEO est mort à l'écran, et puis vous manipulerez Echo. Mais ça fait toujours plaisir de faire un premier programme, de le lancer, puis de voir que ça fonctionne. Et puis comme ça, vous allez un petit peu voir sur le site tout ce qu'on peut faire, et puis comme ça vous serez à l'aise pour créer un fichier, pour passer ici, par exemple, add-field, donc on peut créer un nouveau fichier, voilà, on le nomme, donc on peut m'appeler par exemple toto.php, voilà. Il me l'a mis là, toc, et quand on double-clique dessus, il l'ouvre et on peut à nouveau taper notre ligne de code sur toto.php. Donc ça, je vous inviterai d'ici la fin de la semaine, d'ici la semaine prochaine, à vous inscrire sur ce site et puis à faire quelques tests, notamment avec la fonction echo qu'on aura vu aujourd'hui. Comme ça, vous serez prêt pour, à partir de la semaine prochaine, à commencer les premiers cours et exemples de programmation. Donc la semaine prochaine, on verra effectivement, on commencera par tout ce qui est variable. Et donc là, ça commencera à devenir des codes qu'on pourra faire et développer des choses plus intéressantes avec des calculs, de la manipulation de chaînes, etc. Ce qu'on regardera la prochaine fois. Donc je vous invite à aller sur phpsandbox.io et ouvrir un code. C'est totalement gratuit, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc aujourd'hui, on a fait effectivement une première session, donc je dirais, sur les premières notions de programmation et de PHP. Et puis donc la semaine prochaine, on va attaquer le code pur, le développement d'applications, et notamment en commençant par ce qui est la base, c'est-à-dire les variables.
Je ne sais pas si ce que je vous ai présenté aujourd'hui, vous avez des questions, des remarques, si ça vous plaît, si la façon que je vous exprime la chose vous convient, si c'est peut-être que vous pouvez trouver que c'est d'un niveau trop bas. Mais bon, je voulais reprendre vraiment depuis le début, donc vous expliquer vraiment ce que c'est que la programmation, avant effectivement de développer tout ce qui est langage. Apparemment, vous avez tout compris et tout assimilé facilement. Alors, Atanaweb, tu nous dis que ça te convient pour le rythme et les basses. Bah écoute, super. Il y a au moins une satisfaite. Mais voilà, parce que c'est pareil, hein, au fur et à mesure, évidemment, vous m'indiquerez, bah oui, tu as tout à fait raison, Ratanaweb, il faut pratiquer. C'est pour ça que je vous invite fortement à aller sur le site et puis de faire votre premier programme. Hein, vous indiquez ce que vous voulez, hein, du moment que je vous ai impliqué, hein, simplement. Ça, c'est tout simple, hein, PHP, echo, entre guillemets, vous mettez ce que vous voulez dedans, hein, Toto, Ebo, voilà. Vous fermez vos guillemets et vous mettez un point virgule et vous fermez votre balise. Voilà, c'est tout. Ça, c'est le premier programme que vous pouvez faire. Vous pouvez en rajouter plusieurs. On peut faire également un passage à la ligne, etc. On va changer. Et s'il n'est pas mort. Alors, il y a autre chose que je vais vous indiquer effectivement avec la fonction echo. C'est lorsque vous mettez la fonction echo que vous écrivez, vous ne pouvez pas, à l'intérieur de guillemets, remettre des guillemets. Si je fais ça, ça va planter. La fonction echo, vous pouvez mettre également, à la place des guillemets, utiliser l'apostrophe. Ça fonctionne aussi. Hein. Je ferme, voilà. Et j'en ai mis un de plus ici. Voilà. Alors, il faut pas. Hop, voilà. Donc ceci fonctionne aussi. Hein. Deux façons effectivement d'écrire, soit des guillemets, soit des apostrophes. Je vous expliquerai, il y a une différence entre les deux, en fait. Hein. C'est que quand on met des guillemets, si on met des variables, et on le verra la semaine prochaine, si on met des variables à l'intérieur de guillemets, ces variables-là vont être interprétées, c'est-à-dire qu'il mettra le résultat. Par contre, si vous les mettez avec des apostrophes, si vous mettez un nom de variable à l'intérieur, ça ne sera pas interprété. Ça écrira le nom de la variable. Et puis, donc, vous avez enfin la dernière possibilité, c'est de faire si vous voulez mettre des guillemets, donc je vais mettre par exemple je suis beau, c'est de mettre un caractère d'échappement, un anti-slash devant la guillemet. Et là, ça va fonctionner. Pareil, dans l'autre sens, si vous faites avec un apostrophe, vous ne pouvez pas mettre d'apostrophe à l'intérieur. Donc, c'est un peu gênant, par exemple, si vous mettez, par exemple, l'article. Donc, dans ce cas-là, vous devez faire un anti-slash d'échappement devant le point. Et ça permet effectivement de...
d'échapper votre truc. D'ici un mois, on recode tout WordPress. Chaud, oui. Recoder WordPress, je ne pense point, parce que ça n'aura pas de. Par contre, développer des plugins, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de faire son propre plugin. Il y a aussi une autre possibilité, si on veut refaire des caractères qu'on ne peut pas, enfin les guillemets ou l'apostrophe, c'est de mettre un point entre les deux. Par exemple, je vais faire je suis là, ça fonctionnera parce que dans les guillemets, vous pouvez mettre des apostrophes. Et vous pouvez mettre des apostrophes dans les guillemets. Mais vous ne pouvez pas, si vous commencez par des guillemets, ici, vous ne pouvez pas effectivement mettre de guillemets à l'intérieur de ceci. Par contre, donc, vous mettez un point, vous pouvez repartir, donc vous pouvez mixer aussi, hein, faire une partie avec des guillemets et une partie avec des apostrophes. Bon, ça, on le reverra tout ça au fur et à mesure, hein, c'est des petites choses qu'il faut. Donc, plugins en full PHP, oui, bien sûr, tout à fait, ils sont faits comme ça, les plugins. Il y a juste des choses à déclarer, en fait, hein, lorsque vous faites votre plugin, mais après, c'est écrit, effectivement, en PHP. Alors, tu nous dis, Fouzi Pouipoui, que tu as du mal avec le code en vrai, tu galères à trop toucher un peu les CSS dont j'ai besoin sur WordPress, mais on va essayer de suivre. Oui. C'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu reprendre depuis le départ, pour que tout le monde puisse effectivement suivre ça tranquillement. D'ailleurs, qu'est-ce que je peux vous dire Qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus pour aujourd'hui Non, vous n'allez pas faire de code du tout. Vous n'allez pas du tout de faire de cauchemar. Hein, c'est pas le but. Hein, je pense que j'ai raté une phrase. Créer un plugin, c'est une interface dans le back-end avec des options à cocher. Ça pourrait être sympa, mais bien sûr. C'est tout à fait possible. Hein. On va faire des cauchemars. Là, qu'en ce moment, Experience Domaine a squatté mes nuits. Là, avec quoi en plus, je suis foutu. Non, mais au contraire, mais c'est, vous verrez, hein, y a des trucs qui sont quand même sympas, puisque là, je vous ai montré, par exemple, un petit code où vous pouvez parser des URL. Donc, on peut commencer à faire des choses bien sympas. Et donc, oui. Il y a la possibilité de coder ainsi des systèmes de scrap, des systèmes de vérification d'URL, possibilité effectivement de faire des plugins WordPress. Et puis on verra aussi, mais ça c'est à la fin, on verra effectivement la façon de lier avec une base de données MySQL. Et puis ça sera très intéressant aussi, parce qu'on verra qu'on pourra créer du contenu
Si on a par exemple un dictionnaire des synonymes, on peut modifier du contenu, faire du spin. Il y a un tas de choses qui sont possibles avec du code. Hein. Ouais, ça c'est un petit système effectivement de monitoring, tout, tout bête. Hein. Là j'ai mis dans une variable effectivement l'URL que je voulais contrôler, en sachant que on aurait pu le faire, mettre toute une liste d'URL dans une base de données et puis faire une boucle et puis scripter ça et puis ça nous renverrait par exemple une vérification de tous nos sites en 10 secondes, voir s'ils sont bien en ligne. Donc c'est tout. Et ça se fait très rapidement, en quelques lignes, hein, donc une fois qu'on a l'habitude. Donc ne vous inquiétez pas, on va y aller tout doucement, hein, puis vous verrez. Là aujourd'hui, je vous ai beaucoup parlé notions, mais à partir donc effectivement de la semaine prochaine, on va attaquer vraiment du code et ça va vous paraître beaucoup plus concret. Mais je ne pouvais pas faire l'impasse sur la journée sur la session d'aujourd'hui parce que j'avais besoin de vous présenter ces notions-là qui sont essentielles. Pour bien comprendre ce que c'est que la programmation, etc. Est-ce qu'en PHP, on peut afficher le TF, CF, RD de Majestic à une liste de noms de domaine avec mise à jour? Ou c'est autre chose qui n'est pas fait avec PHP? Alors, je pense qu'on pourrait le faire si on avait accès au TF, CF. Je ne sais pas, sur Majestic, s'ils ont une API, par exemple, c'est tout à fait possible. Je ne sais pas trop s'ils ont une. Je n'ai jamais utilisé. Alors, mais sûrement que Majestic, j'ai regardé, j'ai un compte Majestic. Et je pense qu'ils doivent avoir une API. Oui, tout à fait, ils ont une API, hein, donc là, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème à effectivement faire ça en PHP, absolument. Tu rentres effectivement tes URL et puis il va checker sur l'API de Majestic, mais ça, c'est une chose que, par exemple, on pourra essayer ensemble de le faire sans aucun problème. Hein. Faudra regarder quand même parce que je vois que moi j'ai jamais utilisé l'API, mais apparemment l'API il faut un compte, il faut un plan API. Oui, il faut un abonnement Majestic et d'ailleurs je suis en train de regarder, apparemment il faut un plan particulier pour l'API. Un plan qui est à 319 livres par mois. Donc si quelqu'un a un compte Majestic avec API, ça serait pas mal. Moi, j'ai le basique hein, chez Majestic. Donc, je pense pas que j'ai l'API. Voilà, formule supérieure, ils mettent. Tout à fait. Donc, si parmi vous, il y en a qui ont un abonnement, donc à l'API de Majestic, on pourra le faire. Ouais, c'est ça, c'est un plan spécial, c'est un plan à 319 livres par mois. À moins que Ratana Web veuille bien nous prendre le plan à 319 livres par mois. Mais sinon, ça serait quelque chose qu'on pourrait tout à fait envisager assez simplement au PHP. Hein. Ça, y a pas de, ça poserait pas trop de problèmes. Hein. Après, je sais pas comment ils se présentent quand on fait une requête.
peut-être moyen de se passer d'API. On va voir. Oui, il y a d'autres API en dehors de Majestic, et par exemple, peut-être qu'il y en a d'autres qui donnent d'autres indications, hein, par exemple pour le RD, etc. C'est possible aussi. Il faut regarder dans tous les plans des, des différents tools qui font ça. Je ne sais pas qui aurait une API à pas cher ou compris dans un plan de base. API de Mos, tu me dis, il faudra regarder si c'est possible. J'ai pas de compte Mos du tout, hein, donc je saurais pas vous dire, mais on me dit aussi l'API de check position. Oui, il y a plein de possibilités de. Ce qui est plus dur à scraper, c'est Google en lui-même sur certaines choses, parce qu'il faut passer par des proxys parce que Google protège ses accès. Mais sur les API où vous avez un compte, il n'y a pas de problème pour les relier. Et ça peut être sur plein de choses, hein. Par exemple, Amazon délivre une API. On peut assez facilement récupérer des données sur l'API d'Amazon. Et après, avec du PHP, en faire ce qu'on a envie d'en faire. Il y en a une autre qui donne DATFCT. Je me souviens plus du nom. Voilà, Alphonse Webb, pour la semaine prochaine. Ta mission, c'est de retrouver ou de regarder. Donc vous pouvez regarder, hein, vous verrez dans plein d'outils que vous avez, il y en a beaucoup qui fournissent des API. Et là, c'est très utile, effectivement, de savoir coder, parce qu'on peut exploiter les API. Et ça, vous serez capable de le faire à la fin du cours dans 6 mois. Ça ne pose pas beaucoup de soucis. D'ailleurs, je vous invite, hein, pendant ces sessions-là, en dehors des sessions, bien entendu, pendant la semaine, à réfléchir, vous, à des idées de code qui pourraient vous être utiles. Et puis on pourra les coder à titre d'exemple et à titre d'exercice dans les prochaines sessions, pas de problème. Ta formation gratuite est-elle prise en charge par le... Non, non, si comme elle est gratuite. Du coup, comme elle est gratuite, elle n'est pas prise en charge. Ah, oui. Et sinon, je peux t'envoyer quelques scammers pour... si tu sais pas quoi faire de ton compte formation, il n'y a pas de problème, hein. Moi, je te les repasse, il n'y a pas de problème, hein. Bien que ça fait un moment qu'on m'a pu appeler pour ça. Il y a eu une période, c'était 2-3 fois par jour, quoi. À la fin, je les ai envoyés balader. C'est peut-être pour ça qu'ils reviennent plus, j'en sais rien. Mais alors, c'est des fous, hein. Les mecs, c'était des fous pendant un moment, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu me fais une facture de 0. Voilà, tu me fais une facture de 0 €. Et comme ça, tu pourras utiliser ton compte formation. On va faire comme ça. Ah mais le scammer, ça... Voilà, une feuille blanche, voilà. Et moi, je te renverrai une attestation blanche. Parce qu'il faut une attestation de formation aussi. Donc je te renverrai une attestation feuille blanche. Voilà. Je te mettrai juste le logo Twitch dessus. Voilà. Généré en PHP, bah oui, pour tout le monde. Je vais récupérer tous les
tous les followers de la chaîne, et puis comme ça, je mets ça dans une base de données, et puis je génère automatiquement les factures de zéro, enfin les attestations de formation de tout le monde. Voilà. Fousim Poumpoui a suivi ma formation à 0 €. Donc oui, on peut faire beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses en PHP. Vous verrez qu'au fur et à mesure au fur et à mesure de l'apprentissage du coding, il nous vient des idées de business en se disant ah ça j'y ai jamais pensé, mais maintenant comme je sais coder, que je sais le faire, je suis sûr que c'est possible de le faire. Puis oui, vous verrez que c'est possible de le faire. Puis vous allez lancer, puis ça va vous donner des idées de business qui sont différentes d'un WordPress. Je m'en sers moi beaucoup pour la génération de contenu. Par exemple, tu récupères, par exemple, moi j'ai une base de données par exemple de villes. Eh bien, je peux faire une page sur chaque ville où, par exemple, je pourrais faire serrurier, voilà, serrurier de toutes les villes. Donc je pourrais faire quelque chose comme ça. Donc c'est de la génération de contenu. Tu peux t'en servir aussi pour de l'automatisation. Oui, texte à trous. Alors moi j'utilise beaucoup, mais ça n'a rien à voir avec... c'est à titre de... Là plus de SEO. C'est plus le SEO qui parle, parce qu'à coder c'est pas plus compliqué que le reste. Mais je fais beaucoup, moi, dans mes textes que j'auto-génère. Je pars d'un contenu que j'ai acheté, qui a été rédigé par un humain. Et je fais du texte à trous et du spin. Et ça marche encore assez bien pour Google. Par exemple, prenez un texte, si dans le texte il y a un nom de ville, eh bien vous pouvez le remplacer par toutes les villes. Et donc vous pouvez générer toutes les... Voilà. Et vous faites ça plus du spin, et en fait votre texte, vous pouvez quasiment le réutiliser sur l'intégralité de vos pages. Enfin, moi je le fais un peu plus... Enfin, je prends plusieurs textes, je mixe, et on peut faire aussi de la séparation de paragraphes que j'ai déjà fait, qui fonctionne aussi. Vous prenez plein de textes, qui parlent à peu près d'un même sujet, hein, évidemment. Vous prenez plusieurs textes, et puis vous extrayez des paragraphes, et vous remettez un nouveau contenu avec les paragraphes, un paragraphe pris aléatoirement dans chaque texte. Ça peut finir par faire de la bouillie, mais c'est de la bouillie à peu près lisible. Donc pour Google, ça passe. Bah, le spin, soit tu écris un master spin, c'est ce qui est le mieux. Dans ce cas-là, il faut que tu écrives ton master spin. Soit tu peux aussi avec des dictionnaires de synonymes. Alors les résultats sont pas terribles, hein, je te l'avoue. Mais voilà, tu as un texte, si tu as un dictionnaire de synonymes en base de données, tu peux remplacer maison par hutte, par exemple, voilà, des choses comme ça. Mais il y a des fois où ça va pas bien matcher, donc il faut aussi exclure, par exemple, tout ce qui est verbe, tout ce qui est verbe conjugué, etc. Mais il y a des choses qu'on peut avoir. Bah, ça fait du duplicate content à la fin, ça fait presque plus du duplicate content. Ouais. Quand tu le fais, pour moi, il y a des sites où je rank sans aucun problème là-dessus. Hein. Ville, département, code postal, etc. Voilà, c'est ça. Parce qu'après, tu peux mixer toutes tes données et puis faire des textes qui sont presque originaux. Simplement, tu auras construit, toi, juste c'est un peu de la construction de template de contenu. Voilà, template de contenu. On va dire, par exemple, dans le texte, il y aura, le texte va commencer par ce paragraphe, et puis après, on va mettre la ville de temps, voilà, appartient au département de temps, et a comme code postal temps, voilà, et ainsi de suite. Et après, tu peux refaire effectivement du maillage interne avec les villes voisines, par exemple. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce...
Mais ça fonctionne encore, hein. Attendez, c'est pas. Je crois que c'est Fabien qui a montré un exemple là, de site là, qui rank énormément avec un système de contenu réutilisé et à trous, quoi. Donc beaucoup de possibilités en codant, et puis voilà, les- développer ses propres tools, par exemple, pour soit checker des positions, soit faire des actions sur ces sites, etc. Donc, vous pouvez même carrément générer de la bouillie, hein, si vous avez envie de générer, vous faire des sites en générant la bouillie et puis en priant que ça fonctionne, une page sur 1 milliard que vous allez générer. Mais il y en a peut-être une qui va ressortir. Mais il y en a qui le font, hein, et il y en a pour qui ça fonctionne. Ah, par contre, il faut en faire, hein, des pages pour espérer quelque chose. Mais bon, si vous avez fait, enfin, vous avez sûrement dû voir sur certaines requêtes que vous tapez, vous avez encore des sites qui sortent avec de la bouillie. Alors, Fousim tu fais du Jarvis, c'est mieux. Bah, sauf que, par exemple, si je veux faire un site sur les villes, donc sur les 36 000 communes en France, il faut que je demande à Jarvis qui me génère 36 000 contenus. Moi, j'y vois comme un gain de temps. Alors que tu peux peut-être demander à Jarvis de te créer 4 ou 5 contenus sur des villes. Et puis après, bah, tu mets ça dans une base de données, puis tu remplaces toutes les villes par les autres villes, quoi. Hein, on combine dans les deux. Moi, je fais souvent ça. Ça fonctionne très bien. Et comme en plus c'est écrit, Jarvis, c'est écrit par l'IA et qu'elle vous fait des paragraphes, donc vous pouvez presque mixer des paragraphes, prendre un paragraphe d'un contenu et puis mettre un deuxième paragraphe d'un autre contenu dans un ordre différent, et à la fin, si vous en plus vous faites un peu de spin et un peu de remplacement à trous de ce qui peut être remplacé, bah vous arrivez à quelque chose où le contenu il est complètement différent. Parfois, il peut être, évidemment, ça va pas être du contenu de qualité, hein, ça peut même être un contenu qui est presque limite non lisible par un humain. Mais pour Google, ça fonctionne encore. Faire la règle de 3, 3, 3. Un tiers, je suppose. 3, 3, 3, ça fait que 9. Enfin, une équipe de foot. Ouais, bah c'est Google qui est. L'arbitre, c'est Google. Non, si c'est un match de foot, c'est Google qui distribue les cartons rouges, ça c'est sûr. Ou alors il te laisse même pas rentrer sur le terrain. En ce moment, c'est surtout ça, Google. Il te laisse même pas rentrer sur le terrain, il t'indexe pas la page. Tu restes au vestiaire avec ta page. 3 paragraphes, 3 variantes de chaque phrase, oui, mais tout à fait. Tout à fait.
il y a énormément de possibilités, hein, effectivement, de mixer tout ça, hein. Donc, ça, après c'est plus un problème de coding, en fait. C'est un problème de vous, de votre stratégie à vous. Parce que au niveau coding, le faire, il y a plein de solutions. Enfin, je veux dire, c'est pas plus compliqué d'une façon que d'une autre à coder. C'est juste après, vous, qu'est-ce que vous pensez qui peut marcher. Et ça, c'est par des tests. Mais bah, le mieux, c'est en plus d'essayer plein de choses, hein. Moi, sur ce style de site un peu comme ça, j'en ai essayé 20 ou 30 solutions différentes pour qu'il y ait 2-3 sites qui rentrent, quoi. Mais ça, c'est évident, hein, c'est le jeu, hein. Si tu fais du contenu autogénéré, faut pas espérer que tout se place. Mais dedans, il y a toujours la chance qu'il y en ait qui se placent. Et puis des fois, hein, il y a des choses qui sont pas trop sales, quoi. Avec du remplacement, etc. Ça peut faire quelque chose d'assez lisible. Il est 15h16. Eh bien, écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, ni vous bourrer crâne plus longtemps, hein. De toute façon, là, on fait un peu de discussion. Et puis donc, je vous l'ai dit, hein, surtout, inscrivez-vous sur phpsandbox.io. Allez regarder un petit peu comment créer un compte, allez regarder un petit peu comment créer un projet et puis faire votre premier script. Comme ça, bah, la semaine prochaine, vous serez prêt. Et puis, comme on va attaquer le code et les instructions la semaine prochaine, ça vous permettra de directement vous entraîner de par vous-même. Parce que vous verrez que par contre, si vous ne faites que écouter, vous ne pourrez pas, et que vous ne mettez pas en pratique, vous ne pourrez pas acquérir la même qualité de codage que si vous le faites par vous-même. Parce que c'est aussi des erreurs de code, etc., qu'on apprend. Donc c'est important de... Et puis ça rentre mieux, hein. C'est comme quand on était à l'école, là, on retenait mieux quand on écrivait que quand on lisait. Et ben là c'est pareil, le code, ça se retient mieux quand on le tape soi-même sur un éditeur, et puis qu'on le lance, et puis il y a la satisfaction de voir que son code fonctionne, quoi. Donc, c'est plutôt bien. Voilà, mesdames et messieurs, je vais donc vous rendre votre après-midi, parce que je pense que comme tout le monde, on a d'autres travail à faire, et puis je vous invite effectivement à la semaine prochaine à se revoir. J'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à m'envoyer des messages aussi, hein, sur Twitter, hein, si vous avez des questions ou des remarques sur ce que j'ai fait comme épisode aujourd'hui. À bientôt, bon travail à tous, bonne semaine à tous. Ah oui, n'oubliez pas, demain, si vous avez l'occasion, il y a Linux Garden, hein, qui lance toute une session d'intervention, là, donc à ne pas rater au niveau du SEO. Voilà, grand rendez-vous pour Linux Garden demain à partir de 9h. Hein. Des gros intervenants, des bons sujets. Je pense que là, on va se régaler au niveau SEO. Allez, à plus tout le monde. Bonne journée, bonne soirée.